Il y a une diversité de profils parmi les artistes, comme il y a une diversité de philosophes ou encore de scientifiques. Il y a toute une gradation chez ceux qui produisent la chose artistique. Certains sont attirés par la théorie, alors que d'autres ne jurent que par la pratique. Mais concernant la venue d'un artiste européen dans un pays éloigné comme le Japon, je peux facilement opposer deux stratégies qui sont induites par le déplacement dans un monde social qui n'est pas celui où a été formé l'artiste. D'un côté, il y a les artistes qui construisent une schématisation du réel suffisamment abstraite et partageable pour pouvoir la déployer à n'importe quel endroit du globe. De l'autre, il y a ceux qui ont besoin d'une confrontation concrète au réel, qui ont besoin d'investir leur propre corps dans ces espaces du lointain pour atteindre une perception qui leur semble plus juste. S'il est aisé de critiquer le premier profil d'artiste au prétexte qu'ils viennent avec des idées hors sol qui sont forcément trop généralisantes, qu'en est-il du second profil d'artiste qui développe une stratégie plus concrète, qui est apparemment plus terre-à-terre ? Ou plutôt, je devrais formuler ma question de la sorte. Que vient trouver un artiste qui affirme chercher quelque chose dans l'expérience de la rencontre avec l'autre ? Peut-il construire une situation d'échange, ou alors est-il d'emblée piégé par ses propres croyances sur ce que serait la clé de l'existence ? C'est ce second itinéraire, celui d'un artiste habité par le souhait d'une rencontre avec le réel, qui a été exploré par Louise de Cruc pour sa résidence au Palais des Paris. Elle a démarré sa résidence armée d'une évidence. Elle est étrangère et ne peut saisir que superficiellement les codifications sociales qui l'entourent. Voici comment elle décrit son début de résidence. Je m'appelle Louise de Cruc, je suis plasticienne, j'utilise de nombreux médiums différents, j'ai donc une pratique très transdisciplinaire. Ici, j'ai décidé de travailler sur la nuit. Alors pourquoi la nuit ? Parce que lorsque je suis arrivée au Japon, le décalage horaire a fait que je ne sortais qu'en fin de journée, vers 17h30, 40, au moment où il faisait déjà nuit, car la nuit tombe très tôt ici à cette saison. Et donc ma première découverte du Japon, ça a été la nuit. J'ai donc découvert une ville, des lieux, des espaces, des objets laissés à l'abandon, délaissés pour un temps, décontextualisés car coupés de leurs usages, de leurs itinéraires, de leur géographie, de leurs fonctions, de leurs occupants et de leurs utilisateurs. Je me suis donc construit un monde complètement inventé, et mon rapport au Japon et sa découverte se sont donc inscrits dès le départ dans l'imaginaire. Louise s'aventure consciemment dans un monde imaginaire et pourtant réel. Tout comme l'enfant choisit de s'investir de toutes ses forces dans un jeu qu'il sait pourtant ne pas être réel. Mais si l'enfant découvre les codifications de la vie sociale en jouant, tout en se découvrant soi-même, il fait cette expérience à travers des jouets qui lui sont donnés, et il ne se pose aucune question sur leur conception. L'artiste, au contraire, invente des méthodes, des processus et des techniques. Avec les artefacts imaginaires qui en résultent, nous sommes face à des objets ludiques, qui ne sont pas destinés à devenir des jouets, mais qui visent à accéder au statut d'œuvre vouée à la délectation esthétique. Cela en activant le jeu libre de l'imagination d'un spectateur. Il me faut alors clarifier plus en détail ce qu'impliquent les techniques de l'imaginaire. Christian Mess, en parlant du cinéma, qualifie ce médium de technique de l'imaginaire en deux sens différents. Au sens ordinaire du mot, parce que la plupart des films consistent en des récits fictionnels. Au sens lacanien, aussi, où l'imaginaire, opposé au symbolique, mais en constante imbrication avec lui, désigne le leurre fondamental du moi. Produire de l'imaginaire, c'est produire de la fiction consentie comme fiction, mais c'est aussi produire une projection de soi-même dans la fiction. Ou plutôt, je devrais dire, produire de l'imaginaire, c'est avant tout se construire en tant que sujet autonome, en se projetant dans une extériorité. Donc cela fait que lorsque j'ai eu cette première découverte complètement imaginaire du Japon, ce décor dans lequel je déambulais,
je me suis retrouvée face à des choses abandonnées, des mirages, des fantômes. Donc j'ai bouché les trous, j'ai tenté de trouver les images manquantes, d'inventer le reste, ce qui manque, d'imaginer la suite. Donc je me promenais au milieu de tout ça. Les espaces sont souvent assez clos et pas toujours visuellement accessibles, y compris des espaces de loisirs. On peut par exemple avoir cet endroit avec de grands filets verts nimbés de lumière en haut d'un immeuble et en fait c'est un terrain de sport qui lui-même est posé sur une salle de sport et dont je sais que parfois au Japon il peut aussi être posé sur des bureaux et pourquoi pas un centre commercial, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. De l'extérieur, l'immeuble est totalement opaque, normal. C'est un immeuble ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a les éclairages qui restent allumés devant les maisons, qui sont comme des lumières subsidiaires qui créent une espèce d'effet de décor. Les fenêtres, le soir. Comme souvent dans les maisons, on tire les rideaux, et surtout qu'ici c'est encore un peu l'hiver. On voit de la lumière, des ombres. Ces fenêtres allumées m'ont fait penser à des écrans de couleurs, puisque selon les rideaux, selon ce qu'on met pour les occulter, on n'a pas le même aspect, les mêmes nuances, les mêmes motifs, les mêmes rendus. C'est très intriguant. Il y a aussi les choses recouvertes la nuit dans les magasins pour les protéger de la poussière, qui sont assez énigmatiques. Dans les magasins aussi, on installe parfois des rideaux qui sont des formes de semi-occultation dont on entrevoit quelque chose au travers. Parfois c'est assez inidentifiable, donc ça devient très fantasmagorique. Ça peut être très beau aussi. Je me suis donc ainsi promenée, perdue, au milieu de toutes ces ruelles, ces dédales. Et la ville est devenue pour moi celle de la métamorphose des choses, sous l'éclairage artificiel, ou de leur engloutissement dans l'obscurité, de leur transformation sous des lumières qui ne laissent entrevoir qu'une partie de quelque chose. Et puis j'ai découvert les lieux de la nuit, les bars, les boîtes de nuit, les bains chauds, les supérettes qui restent ouvertes toute la nuit et qui sont comme des phares dans la ville, mais qui sont des points de lumière au milieu d'une espèce de grand désert. Alors la ville est donc devenue pour moi un gigantesque décor dans lequel je déambulais. Et je suis devenue un oiseau de nuit entouré par d'autres oiseaux de nuit. Louise se promène dans le décor de la nuit. Tout y est flottant et suspendu. Tout y est sublimé par la lumière et la pénombre. Le fantasme est partout, dans une surréalité qui vient s'immiscer dans toutes les porosités de ce qui, en journée, ne sont que des formes du quotidien. L'artiste se dit être un oiseau de nuit entouré par d'autres oiseaux de nuit. Cette phrase produit une tension entre l'identité de soi et l'identité des autres. Cette séparation redouble ce sentiment d'un clivage entre une perception nocturne et celle plus habituelle en journée. Le décor nocturne devient miroir où se joue la différenciation entre moi et les autres. La description de ce miroir nocturne me semble rejouer quelque chose de ce que Lacan appelle le stade du miroir. Il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification, à savoir la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Mais qu'est-ce qu'assumer une image quand on est un oiseau de nuit, en particulier quand il est entouré par d'autres oiseaux de nuit ? La nuit m'attire. J'ai toujours aimé travailler la nuit parce que les hautes et les basses lumières font exploser les codes habituels de la vision et du regard porté sur les choses, et ça m'intéresse. Ce qui a retenu mon attention dans le sujet que j'ai choisi d'explorer ici, c'est le rapport entre l'image et ses fantômes. Parce que c'est de cette manière que je veux représenter ce phénomène de la nuit et ses multiples visages. J'ai tout de suite été intéressée par ce monde, ce moment à part, qui est comme un écran sur lequel je projette mon imaginaire, et où généralement on projette ses imaginaires. Car puisque je suis étrangère ici, et que je ne pouvais pas comprendre cette culture, cette société, alors il était évident que je ne pouvais que l'inventer.
Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que l'imaginaire, le fantasme, l'étrangeté, le mystère, ça, je pouvais le partager comme un point, le seul point de rencontre peut-être qui nous est possible, comme une sorte de miroir à double face. Et c'est alors qu'est venue l'idée de l'écran, de la salle noire, du cinéma, du film sur lequel on se projette, on se rêve autre. Et lui qui était dehors, je me suis dit qu'en fait d'un seul coup, en fait il me faisait penser à moi. Je le voyais courir en vain. Puisque ça c'est pas ça, peut-être que c'est juste la constitution. Il y a tout un travail en ce moment que j'essaie de faire sur probablement en tout cas quelque chose de bien. Je travaille avec un bien imprimant qui est ici. J'essaie de mettre sur le lieu de moi, voir si on peut l'apprendre un peu, le mini pas. Le stade du miroir concerne le nourrisson qui se regarde lui-même dans la glace et qui découvre son identité propre sous la forme d'un double, d'un fantôme. Cette rencontre avec soi-même est médiée par une image spéculaire, c'est-à-dire par une image réfléchie par un miroir. Lacan décrit la prise de conscience de son identité propre par le nourrisson découvrant son propre reflet. Si la recherche de son unité affective promeut chez le sujet les formes où il se représente son identité, la forme la plus intuitive en est donnée, à cette phase, par l'image spéculaire. Ce que le sujet salue en elle, c'est l'unité mentale qui lui est inhérente. Louise recherche quelque chose de ce double d'elle, en regardant le paysage nocturne urbain. Elle attend que ça lui parle, que ça advienne pour elle, mais pas seulement. Concrètement, ici, je cherche à construire des pièces qui créent un entre-deux où chacun peut se faufiler à sa manière. Des productions qui initient un rapport de rencontre au sens de naviguer sur un écran hanté par l'autre. Un aller-vers impossible de fait dans la réalité. Au croisement des visions imaginaires et de l'imaginaire des visions, il y a cette idée de rester à la surface dans une sorte de plongeon suspendu. Alors cela me semble important parce que cela me permet d'exprimer et de garder à l'esprit en permanence ma position d'étrangère et l'aveuglement qui en découle. Parce que de fait, je suis aveugle ici. Que je suis dans l'impossibilité de l'expérience, de faire l'expérience, sauf celle de la surface et du songe. Même si l'image du double est une projection de sa propre identité, il y a aussi par l'expérience du miroir la production d'un partageable. Et en effet, pour reprendre le stade du miroir chez Lacan, c'est aussi le moment où le nourrisson se rend compte qu'il existe une extériorité à lui-même, qu'il existe un autre que soi, que son image est autre que lui, et que ce qui entoure son image possède une existence propre. Il reconnaît l'autre avec lequel s'engage la lutte ou le contrat. Bref, il trouve à la fois l'autrui et l'objet socialisé. Cette expérience du miroir chez l'enfant est double. Elle produit l'identité du soi, au risque d'une sublimation narcissique, mais elle produit aussi la connaissance du différent de soi et permet alors d'envisager les modalités de relation avec ce qui n'est pas soi. Le stade du miroir serait le point zéro de la communication avec l'extérieur. C'est à ce moment que se révélerait, en reprenant les mots de Lacan, l'archétype des sentiments sociaux. Dans le contexte de la résidence de Louise au Palais des Paris,
l'artiste produit des œuvres agissant comme des dispositifs sensibles qui rejouent quelque chose de ce miroir d'une enfance dont on se souvient guère. Cela en produisant des écrans où se confondent sa propre projection et l'apparition d'un ailleurs considéré consciemment comme ailleurs. En parallèle, je travaille beaucoup mentalement. Je crée des formes, des assemblages possibles et je les modifie parfois très longtemps avant de faire la moindre chose concrète. C'est cette macération qui fait qu'à un moment donné, je vais vers quelque chose ou que surgit quelque chose qui s'impose comme une évidence. C'est donc un processus très lent. Ici, à l'atelier, à l'image de ce que je ressentais, j'ai d'abord mis les choses côte à côte. Et ensuite, j'ai testé des superpositions, pas d'assemblage, que des additions de plans. Donc des successions de plans, mais pas de fondu. Dans ce que j'explore ici, en fait, c'était pas possible qu'il y ait plusieurs qui se fusionneraient en un, et c'est ce que j'appelle l'étape écran de projection. Alors en général, j'ai pour habitude de travailler et d'intégrer des objets, des matériaux usuels pour leur valeur symbolique, et aussi des objets usagés pour leur valeur mémorielle et mystérieuse. Alors ici, spécifiquement, au contraire, j'ai décidé de ne travailler qu'avec des matériaux, des objets communs, c'est-à-dire neufs, standards, des choses que l'on peut revendiquer effectivement en commun. Alors des rideaux de douche, mais achetés dans les magasins, des tissus pour protéger les cultures, du carton, autant de choses que nous pouvons utiliser les uns et les autres indifféremment. Alors en les mettant en scène, je recrée un décor et je me les réapproprie. L'écran de projection est un des éléments du dispositif cinématographique. En suivant Christian Mess, l'expérience face à l'écran de cinéma ressemble à l'expérience du miroir dans l'enfance. Mais à une différence près. Celui-ci ne nous renvoie pas notre reflet propre, mais le reflet d'une altérité filmique. Un acteur, un monde diégétique, une perception phénoménologique, etc., etc., etc. Pour être un spectateur de cinéma, il faut déjà avoir une maturité psychologique, c'est-à-dire avoir dépassé le stade du nourrisson. Et il faut être capable de différencier le soi de l'altérité. Le cinéma devient un écran second au miroir. L'imaginaire du cinéma présuppose le symbolique, car le spectateur doit avoir connu d'abord le miroir primordial. Mais comme celui-ci instituait le moi très largement dans l'imaginaire, le miroir second de l'écran, appareil symbolique, repose à son tour sur le reflet et le manque. Il n'est pourtant pas le fantasme, lieu purement symbolique imaginaire. Le cinéma est un corps, un fétiche, que l'on peut aimer. Dans les stratégies artistiques que Louise met en place, elle produit aussi des fétiches écrans qui viennent se substituer symboliquement à une réalité insaisissable qui échappe à sa mémoire et à notre mémoire. Elle est attirée par des formes qui permettent de reconstruire des corps où il n'y a pourtant rien. Elle y découvre des organismes dans lesquels la fragmentation des parties ne se laisse jamais totaliser en un ensemble qui serait stabilisé. Il y a inexorablement un saut entre ce qui lui est propre et ce qui lui est impropre. Dans un premier temps, je ne fixe rien, ça c'est une habitude de travail. Tout est temporaire et réversible. Il restera une partie de ça dans les assemblages précaires finaux. Il y a beaucoup de rafistolage, d'adhésifs, d'épingles dans mes pièces. Il n'y a pas de chronologie et il n'y aura pas de début ni de fin. On est toujours entre quelque chose où on imaginerait qu'on essaye de retenir, de reconstituer, de réparer, et je dirais une forme d'histoire qui est forcément temporaire, quelque chose où domine l'accident, mais aussi qui sera ici l'étrange, le différent, et surtout l'incertain.
Entrer volontairement dans un monde de rêve, c'est accepter la volatilité des signes, c'est accepter que des matériaux et des couleurs signifient autre chose qu'eux-mêmes, c'est accepter le déploiement continu des suites d'analogies et des transfigurations. Cet usage des signes produit inlassablement une double inversion. Des signifiants deviennent des signifiés, parallèlement, des signifiés deviennent des signifiants. Cet usage fantasmagorique des signes demande de sortir consciemment du monde habituel et de sa vraisemblance. Dans cette résidence, cette sortie du partageable se manifeste par l'énonciation du monde de la nuit. Pour un spectateur, le saisissement d'une variation se produit par la différenciation avec un élément qui se répète. L'effet de présence d'un objet s'obtient par l'écart que manifeste un objet par comparaison avec une norme acceptée comme norme. Dans cette optique, une exposition possède pour étrangeté d'être le lieu où s'instaure à la fois une norme et sa variation. C'est en choisissant une figure et en lui attribuant une signification stabilisée que l'artiste peut rendre compréhensible le travail de transfiguration qu'il opère sur cette même figure. Dans l'exposition de Louise de Cruc au Palais des Paris, une même photographie imprimée est utilisée dans différentes œuvres. Cette photographie représente une personne levant une main sur un fond sombre. L'optique abîmée de l'appareil photographique produit une traînée fantomatique et blanchâtre au niveau de cette même main. Cette figure réapparaît, mais elle est altérée. Sa pigmentation est arrachée au moyen d'un scotch. Ce scotch est ensuite déplacé et permet par accumulation de reconstruire de nouvelles formes, qui noient et rendent non reconnaissable le premier cliché. Il en va de ces morceaux de pigments comme il en va des souvenirs dans les rêves. Ils sont issus d'un transfert et viennent jouer un nouveau rôle dans la construction du symbolique. Souvent, les pratiques esthétiques des pays éloignés sont qualifiées à partir d'une terminologie onirique, que ce soit des mondes flottants ou des Eldorados rêvés, mais cette dénomination se fait au prix d'une perte de réalité et d'une mise sous tutelle de la complexité du monde. Ne pas tracer de limite entre le réel et le rêve, c'est risquer la folie. Accepter cette démarcation entre réalité et rêverie, c'est se permettre d'entrer dans une folie douce, dans une esthétique de la déréalisation.